fidèles téléspectateurs, une fois de plus, nous sommes là dans le cadre de votre émission que vous aimez beaucoup, l'émission Duel. Ici, CES Télévision, canal studio satellitaire. Vous m'avez dit, Delphin, avec votre émission, nous avons choisi les bons côtés de l'histoire. Les bons côtés de l'histoire, c'est nous parce qu'on est au milieu du jardin. On est en train d'analyser avec mes invités. Chaque jour, on analyse chaque jour dans cette émission avec mes invités, les invités de marque. Aujourd'hui, je suis avec les castings voulus par vous, le public. Et surtout, vous nous suivez beaucoup encore sur mon TikTok. Il y a, quand je mets des vidéos, souvent c'est dans des 100 000 vues, vous êtes en train de suivre et puis vous commentez, c'est bien. Sur ce plateau, je suis avec Maître Armand Lokeka, lui qui est coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Je ne sais pas de quel peuple, il est ici avec nous. Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. De quel peuple vous vous battez pour le peuple congolais en réalité. Peuple congolais. Ok. Pas congolais, brassavillois, mais congolais de la RDC. Il fallait préciser, hein, parce que... C'est très bien précisé, mais tu t'es arrêté en route. Ok, parce que... Le courant pour le salut du peuple congolais. Un peuple congolais, parce qu'il y a un problème, quand on parlait des Congolais, là, il y a certains Congolais qui n'apprécient pas les réactions du président brassavillois, président Sassou, parce qu'il semble qu'il est devenu le nouveau traître de l'Afrique. Il a trahi la RDC en signant un contrat avec... les pays ennemis, le Rwanda, votre réaction parce que vous défendez les peuples? Non, je ne voudrais pas arriver dans le concept traître. C'est le concept traître. Certains Congolais les qualifient comme un traître. Oui, mais il ne faut pas que je sois dans ce lot de ceux qui pensent que un président d'une république voisine peut signer un contrat avec qui il veut, sans pour autant tenir compte de conflits qu'il oppose avec d'autres voisins. Ça arrive dans le cadre de coopération et d'intérêt. En politique, il n'y a pas d'amitié. Nous, avec le Congo-Brazzaville, on voudrait installer une relation d'amitié et de fraternité, puisque nous nous appelons tous Congo. Mais en réalité, ce n'est pas ça le raisonnement du président de Congo-Brazzaville. Pour le président du Congo-Brazzaville, c'est un problème d'intérêt. Et s'il trouve que le contrat qu'il signe va à l'intérêt du fonctionnement ou de la vie, de l'intérêt général de son peuple, il ne va pas se réserver de signer et que cela ne l'amène pas à être appelé traître de l'Afrique. Mais signant ces contrats en sachant que nos frontières avec le Congo-Brazza, c'est à 5 minutes, 3 minutes. Au moins qu'il sait que la RDC a des problèmes très sérieux avec le Rwanda. Est-ce comme un parent, un médiateur, il pouvait se permettre de signer ceci peut être aussi un élément qui peut motiver aussi nos bonnes relations avec le Rwanda. Il ne faudrait pas que nous mettions en tête que de génération en génération, le Rwanda ne demeurera qu'un ennemi à l'RDC. C'est peut-être réfléchir d'une autre façon comment on peut arriver à une paix. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Il y a pas de paix dont on ne peut pas bénéficier si les gens respirent encore. Aussi longtemps que nous sommes vivants, il y a toujours moyen qu'avec le Rwanda, il y ait de pistes et de solutions pour que la paix puisse s'installer. Puisque vous arrivez à Goma ce matin, vous trouverez qu'en réalité, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce sont des intérêts peut-être des hommes qui nous dirigent, qui nous mettent en réalité dans ces problèmes de conflit. Mais le peuple en soi sont en train de se saluer, les uns traversent, les autres vont, les enfants quittent de là, viennent étudier à Goma, ils retournent à pied. Alors vous vous posez des questions où en réalité résiderait le conflit entre ces deux peuples. Peut-être c'est un problème d'intérêt, de positionnement sur le leadership international entre les deux États, mais qui peut être négocié d'une façon ou d'une autre. Merci. Alors, monsieur Tchamala, vous êtes personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. Voilà, une question d'entrée de jeu, parce que la thématique, on va parler de l'actualité, mais c'est une question sommaire. Hein. Est-ce le président Sassou pouvait se permettre de signer un contrat pareil de 25 ans avec le Rwanda, en mettant du Rwandais tout près de notre fleuve? Est-ce que ce n'est pas un danger qui guette déjà la RDC? Bon, moi je suis pas... D'abord, je suis pas d'accord avec cette façon de faire du président Sassou. Okay. Parce que il sait que ça fait près de 30 ans que nous sommes victimes des velléités expansionnistes du Rwanda.
Et le Rwanda qui s'est fait un mercenaire international à la solde de puissance. Vous dites, le Rwanda s'est fait Mercenaire international à la solde de puissance. La photo de notre armée, s'il vous plaît. Et notamment à la solde de la France, qui a un agenda purement caché. Et à la solde des puissances, j'ai cité la République française, et puis je peux aller trop loin jusqu'à un certain lobbying international de mondialistes, des globalistes, dans lequel se trouveraient certains chefs d'État, notamment celui de Congo-Brazzaville, par le biais de certains milliers américains ou des lobbying américains, qui absolument tiennent à ce que l'Afrique soit dirigée par la population d'origine nilotique. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas seulement... le Congo-Brazzaville est un tout petit pays, autant que le Rwanda. Et si le Rwanda peut venir acheter des terres arables au Congo-Brazzaville pour produire, alors que nous avons des terres, comme il a dit à Goma, qui sont quasiment les mêmes terres, sauf les minéraux, qui sont quasiment les mêmes terres au Rwanda, et que le Rwanda vienne s'acheter des terres, soit vers Kwamutu, dans le Congo-Brazzaville, et puis vers le Congo central. Il y a un agenda qui est caché. Le président Sassou a perdu le nord, il a pris assez de l'âge, il a longtemps géré ce pays, et la routine fait qu'il soit arrivé à un problème de succession chez lui qui n'enchante pas. Tout ce qu'il a, un problème. tout ce qu'il a fait, président, tout ce qu'il a fait, quelqu'un qui maîtrise quand même son pays. Hein, aujourd'hui, le Congo-Brazza. De l'expérience, ils ont été ensemble, ils ont été en Russie dernièrement. Nous avons entendu les discours des révolutionnaires et les discours des prédateurs ou de ceux qui accomplissent les agendas de la France ou de puissance qui nous ont longtemps dominés. N'oubliez pas que le président Sassou et le président Kagame, comme le président du Sénégal, ont été toujours ces gens-là cajolés qui font la politique néocolonialiste des Africains. Et donc, ce que le président Sassou a fait, il a signé sans consulter ni son parlement ni son peuple. Moi, je suis aussi très proche. Vous êtes sûr? Oui, je suis très proche. C'est un dictateur qui peut prendre des décisions seul en signant un contrat de 25 ans sans que le Parlement sache. Est-ce que vous assumez vos propos? Mais je l'ai dit. Okay. Je l'ai dit parce que je suis très proche du Congo-Brazzaville. On nous suit, hein? On nous suit là-bas. Il n'y a pas de souci. Je dis je suis très proche du Congo-Brazzaville. Le Congo... En fait, vous voyez le Cameroun, le Bénin, le Congo-Brazzaville, tous ces pays-là colonisés par la France, on y a mis des petites dictatures. Il n'y a même pas évocation du problème des droits de l'homme. On exige trop au Congo. Sassou est dans une dictature sans précédent. Kagame est dans une dictature. On nous invoque tout le monde là. Les droits de l'homme ne comptent pas. Et pour les Américains, et pour le Français. Ce qui importe pour les Français et les Américains, c'est le mariage homosexuel. Ça, c'est un droit de l'homme qu'ils veulent imposer aux Africains qui n'ont pas cette culture. Merci. De cette culture qu'on veut nous imposer, qui est diabolique et satanique. J'ai appris que mon frère Lokeka était serviteur. Lokeka était serviteur de Dieu. Je crois que de ce point de vue, en dehors de faire la politique qu'il est en train de faire, il dira la même chose que moi, que les Occidentaux nous imposent l'homosexualité qui n'est pas de notre culture. Ils nous interdisent la polygamie, mais ils nous impose qu'un homme, toi et moi, soyons mariés et femmes, et que la tante qui est derrière la caméra là-bas, il veut qu'une autre femme soit mariée et femme. Voilà les choses qui les préoccupent. Donc vous encouragez la polygamie vous aussi? Je dis qui n'est pas contraire, parce que parmi les lois naturelles de la création, dont la Bible, on n'a pas interdit la polygamie. Merci à vous, professeur Prosper Tchamalam, qui enseigne, un vrai économiste. On va en parler. Ce n'est pas pour rien que je l'ai invité, parce que la question économique va intervenir dans l'émission. Vous avez compris sa position. Monsieur Gondi Kassinde, vous aimez bien les débats républicains. On vous a réclamé dans cette émission. La même question. Le Congo-Brazza, c'est un pays souverain, quand même, à moins que je me trompe. Est-ce avant que le Brazzaville ou le président Sassou puisse prendre des décisions, il doit consulter les Congolais? Mais pourquoi les Congolais s'énervent? Parce qu'il a signé un contrat de 25 avec le Rwanda. Il y a un problème là. Moi, je ne suis pas dans cette démarche à s'énerver contre le Congo. C'est un pays souverain. Nous, on n'acceptera pas que notre pays, avant de prendre une décision, de signer un certain nombre d'accords, que nous puissions nous référer à un autre État. Ça pose un problème. C'est un pays indépendant, il fait ce qu'il veut. Mais c'est à nous, puisqu'on se sent en danger,
de ne même pas en parler, mais en face, ici, chez nous, de faire en sorte qu'il y ait un rempart au niveau de l'armée, au niveau de la police, qui puisse contrôler nos frontières, qui puisse, à tout moment, quand il y a attaque ou de Congolais ou de Rwandais, qu'on soit capable de répondre à cela. Je pense qu'on perd du temps pour rien. Dans d'autres cieux, quand tu regardes la situation du Congo, la première dame du Congo, c'est à 50% congolaise d'ici. Quand tu regardes un des enfants du président Sassou, certains des enfants d'ailleurs, de Sassou Nguesso, il a fait avec une des dames du Congo démocratique. Quand tu regardes un certain nombre des cabinets, il y a des Congolais d'ici. Le Congo, on pourrait, si nous on était à la place de Congolais, on allait dire que nous ici, nous avons noyauté, inondé ou on s'est introduit dans le système politique, économique congolais d'en face. Mais ils ne le disent pas. Bon an, mal an, ils essayent d'avancer. Ça ne devrait pas être un problème. Nous, organisons notre pays par rapport à l'agriculture, organisons notre pays par rapport aux problèmes de défense, problèmes de sécurité. Si on est bien sécurisé, on n'aura peur de personne. Mais si on veut aussi s'assurer, puisqu'il y a un rapprochement entre le Rwanda et le Congo, pourquoi on ne se rapprocherait pas encore plus avec l'Angola, avec la Zambie, surtout la Tanzanie qui est aussi plus proche de nous? On doit le faire, on devrait le faire au lieu de pleurnicher. Est-ce que la RDC peut faire confiance aux 9 pays limitrophes qui l'entourent? Il semble que tous ces pays convoitent nos richesses. Mais pourquoi pas? Qu'ils convoitent, on peut les faire confiance facilement? Non, mais ce n'est pas question de leur faire confiance. Nous devons faire confiance en nous-mêmes et nous préserver de tout ce qui peut être aléa, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de défense et de sécurité. C'est à nous de nous préparer par rapport à tout. Même des voisins qui peuvent être bien plus ou moins avec nous, comme la Tanzanie, comme l'Angola, un jour ou l'autre, pour telle ou telle raison, ils peuvent s'attaquer à nous, soit sur le plan de droit, sur le plan politique, etc. N'oubliez pas qu'avec le Rwanda, on a toujours un contentieux par rapport à notre plateau continental. Ça pose un problème. N'oubliez pas que nous sommes dans une situation d'infériorité, puisque ce qu'on appelle la zone économique exclusive, c'est-à-dire entre la fin de notre frontière terrestre et 200 000 marins, qui est l'équivalent à peu près de 370 km, ce n'est pas surveillé. Il y a des bateaux de pêche chinois, indiens ou autres qui viennent pêcher des poissons là pour nous les revendre. On n'a pas une marine en capacité de pouvoir contrôler ces territoires maritimes. C'est le 10e territoire de... Est-ce que ce n'est pas la naïveté de nos dirigeants? Non, mais puisqu'ils ne comprennent pas la question. Si vous dites cela, les gens peuvent venir. Dixième frontière, c'est la mer. 10e frontière comme le côté aérien, le 11e frontière. On n'a pas de frontière. Mais il semble même que l'Ouganda est en train de pêcher chez nous. Même le Congo-Brazzaville, ici, regarde, on va bientôt avoir des bateaux de pêche. On a signé des accords avec les Namibiens, avec les Angolais, pour qu'on puisse aller pêcher dans les eaux territoriales ou au niveau de la zone économique exclusive des pays comme l'Angola. C'est comme ça que ça devrait le faire. Mais nous, ici, il n'y a rien. La mer, c'est pour nous, c'est quelque chose, reste nullus, c'est bien des personnes. Alors qu'on a notre territoire qui va jusqu'à 370 km, je vous l'ai dit. Mais pourquoi on ne met pas un système de défense et de sécurité de cette mer? Pourquoi on ne met pas un conseil qui puisse exploiter les biens qu'il y a dans cette zone-là? Et je vais finir sur un autre truc. Juste, ce sera 30 secondes. Je l'ai déjà dit ici. Demain, d'ailleurs, en ce moment, il y a des conférences sur le droit de la mer. Est-ce qu'on en parle ici? Non. Le danger nous guette par rapport à nos matières premières. Demain... Qui est censé être là? C'est le ministre de la... Non, là-bas, d'abord, c'était pour les associations. D'ici le 28, ils ont commencé au niveau des États. Mais je ne sais pas s'ils comprennent quelque chose là-dessus. Au niveau des fonds marins, nous avons ce qu'on appelle, au niveau de la haute mer, ce qu'on appelle le nodule polymétallique. Ce sont des cristaux de verre qui renferment les mêmes matières premières que nous avons ici. Et demain, s'ils commencent à exploiter ça, quelle deviendra la RD Congo avec ces matières premières, que ce soit du cobalt, du manganèse, du nickel, etc. On est en danger. Regardons l'avenir, préconisons des choses qui puissent protéger notre économie
à moyen terme. Merci, monsieur Gondi Kassende. Maître Armand Lokeka, ici on parle pays. Hein. J'aime bien, je veux bien que le débat d'aujourd'hui soit un débat républicain. On a parlé ici que nous devons nous sécuriser d'abord nous-mêmes, renforcer notre sécurité. Est-ce que notre mer, notre armée fluviale est suffisamment équipée pour veiller d'abord? Et des deux, pensez-vous que le gouvernement actuel s'y met réellement pour essayer un peu d'outiller notre armée pour que nous puissions lancer un message à nos adversaires comme les forts? Oui, le problème n'est pas la responsabilité de dire notre gouvernement actuel ou notre gouvernement passé ou notre gouvernement, parce que quand nous parlons, j'ai entendu le professeur parler des 30 ans qu'on est en conflit avec un petit pays que nous pensons selon son espace géographique, et c'est un petit pays, mais dans son espace, dans son espace d'esprit ou idéologique, c'est un grand pays qui est en train de monter sur nous, parce que 30 ans. Hein, donc, impérativement, c'est plein problème de gouvernement actuel. C'est le problème de savoir voir qu'est-ce que l'on peut et comment pouvons-nous sortir de cette situation. Parce que si aujourd'hui l'on avait dit autrefois que le développement de l'Afrique commencera par le Congo, défusque cette petite phrase-là. Posons-nous la question, comment le développement de l'Afrique peut être déclenché par le Congo? Et comment cela va commencer, à partir de quels critères, à partir d'où et comment ça va, nous allons profiter de ce développement-là. C'est nous qui allons donner une impulsion du développement africain. Alors comment allons-nous donner cette impulsion? Mais comment la pose problème? Parce qu'il semble que l'homme congolais est inconscient de ce que Dieu a mis entre ses mains. Nous n'avons encore rien créé en fait. Regardez un peu. Presque tous les organismes ou des structures internationales qui nous réunissent ici en RDC, l'RDC n'a aucune structure qui naît à son sein pour amener les autres à le joindre. Ou à se joindre. Vous dites. Aucune structure n'est née ici. Non, il ne faut pas que dire nous pouvons appeler les 9 pays à se joindre à nous. Puisque si aujourd'hui nous avons une... CPGL. Ça a commencé ici? Non, aujourd'hui c'est où? Ça existe. Ça existe, mais un peu envieuse parce que d'autres structures... CPGL est né en rapport. Ici à Kinshasa, on ne sentait même pas le rôle de CPGL. Ok. Nous qui allons à l'Est pendant l'RCD Goma, c'est à ce moment-là où on sentait le rôle. Et c'était réservé pour le Congolais dans le petit ticket de transport. Ou disons, avant d'aller au Rwanda, vous allez à leur bureau, on vous donne un petit visa. Un petit visa qui ne pouvait exister que dans les pays limitrophes de l'Est, le Grand Lac. Vous comprenez? Dans le but de cette transaction où je dis dans les objectifs qui étaient tellement définis, puisqu'on se retrouvait toujours en danger avec l'Est, le pays des Grands Lacs. Mais dans le cas du développement africain, vous avez vu le truc des EAC ici que nous avons demandé au président de se retirer, parce que ça n'était pas profitable pour la République. Ceux qui ont conçu cette affaire depuis 2009, que la conception de l'EAC a eu lieu, 2011, ils tenteront à appeler le président en place pour venir signer. 2014, ils vont encore tenter pour qu'il vienne signer. Il avait refusé. Pourquoi? Ils avaient une conception. Quand on conçoit, on a le secret et on a la substance profonde de la chose. Mais quand on n'a pas conçu, on est adhère conformément à ce que l'on entend. Aujourd'hui, vous parlez de protection de mer. Est-ce que vous savez que le problème de l'armée, ce n'est pas le problème de nombre ou d'équipement, en premier lieu? C'est le problème de la conscience. Parce que le problème d'équipement, le Congo a d'équipement. Quand je vois tous les militaires sont équipés. Mais le problème, c'est la conscience. Est-ce que l'armée congolaise a la même conscience que l'armée rwandaise? L'armée congolaise a la même conscience que l'armée russe? Parce que non seulement un problème d'équipement, mais le problème d'avoir la conscience, ce sens de chauvinisme national, que le militaire se dit, moi, je veux mourir pour mon pays. Il lui reste de jeunes gens qui se sacrifient en réalité, mais en réalité, l'armée ne marche pas sans qu'il y ait une motivation derrière. Et la motivation, il semble que même les budgets de notre la motivation financière ne suffit pas. La motivation financière ne suffit pas. De quelle motivation vous comprenez? Le chef de l'État lui-même est devant, il motive le problème, il y a des recrutements. Nous sommes dans une armée jumelée. Nous sommes dans une armée jumelée. Jusqu'à preuve du contraire, le Congo a un peu le droit de subir toute cette turbulence.
Parce que de 2001 à aujourd'hui, nous avons connu des jumelages, des mélanges de plusieurs regroupements d'armées qui viennent et qui obéissent tantôt jusqu'à preuve du contraire à certaines lignes de commandement qui ne sont pas les lignes que l'État dispose pour que toute l'armée soit soumise. C'est un problème aussi. Quand je parle de motivation, non seulement de motivation financière, malheureusement que ça pose encore aussi un problème. Vous n'allez pas comparer aujourd'hui le coût de vie d'un militaire congolais avec le coût de vie d'un militaire rwandais ou un militaire angolais. Vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez pas comparer. Mais il y a quand même l'amélioration. S'il vous plaît. Mais cette amélioration est encouragée quand même, Maître Armand. Non, je dis ceci. Je dis ceci. Si le salaire qu'il reçoit, ne comparons pas qu'on vient de loin. On ne vient de nulle part, on est toujours là où on était. Le problème sur lequel vous prenez le salaire d'un militaire congolais, vous le mettez, qu'il vive avec ça au Rwanda, il vivra très bien. Hein? Vous voulez dire quoi? Le pouvoir d'achat là-bas, tu as compris ce que je veux dire. Non, la question que nous devons en parler. $200 le mois. Ouais. Vous lui donnez ces $200, il va vivre avec ça au Rwanda. Il va bien vivre au Rwanda avec ces $200. Soyez devant le micro. Que de venir vivre avec les $200 au Congo. Donc, l'amélioration des conditions de vie d'un militaire ne s'apprécie pas par rapport au passé de Kabila, mais s'apprécie par rapport à la vie qu'il doit mener, qui doit s'équilibrer, qui doit donner la volonté et qui doit le motiver à se faire un sacrifice pour son pays. Ce n'est pas du fait que vous avez augmenté le salaire par rapport au régime passé, vous dites nous avons évolué. La question économique, on va en on est à la même dimension, à la même situation, même sphère de vie. Calmez-vous. Alors, s'il faudrait qu'on se mette face à d'autres pays voisins, nous devons à l'intérieur savoir qui doit avoir le premier plan. Dans un État comme le nôtre, l'armée devrait être la première institution, excusez-moi le terme, qui devrait avoir beaucoup plus de moyens que le Parlement. Vous comprenez? Puisque nous sommes en train de vouloir faire face à d'autres pays afin que ce pays-là sente que le Congo existe. Merci. Le Congo n'existera pas uniquement parce qu'il y a un Parlement qui a 500 députés qui votent de loi et qui prennent $21 000 le mois. Le Congo existera puisqu'il a une armée forte. Le Congo existera puisqu'il a un président qui se manage par rapport aux intérêts de son peuple et qui sait prévenir la vie ou les circonstances qui peuvent venir, hein, mais qui ne vient pas suite à la défensive ou à la défense pour venir affronter, mais qui peut aussi prévenir tout ce qui peut venir et lui attaquer. Merci, Maître Armand. Calmez-vous. C'est à partir de cela que nous pouvons faire face avec tous nos voisins. Que de plénicher sur les achats d'hectares et qu'on sort tout ça, ça ne nous concerne à rien. Si on a vendu... Même à Kingakati, on retire les gens la parole. Si calmez-vous. Tu m'as donné la parole, tu ne vas pas encore retirer. Même à Kingakati, on retire les gens la parole. Je vous retire la parole. Vous avez suffisamment parlé. Parce que vous êtes les premiers qui a cité les noms de Joseph Kabila ici. Non, je n'ai pas. Aujourd'hui, je n'ai pas cité. Non, vous venez de citer. Vous venez de citer. Oui. Non, je dis le régime. S'il vous plaît, est-ce que je peux... Je parlais du régime. Est-ce que je peux Je peux continuer. Je parlais, puisqu'il a dit que nous avons évolué. Il dit, n'évoluez pas par rapport à l'ancien. Est-ce que je peux évoluer? Merci. N'évoluez pas. Je peux vous laver mes questions. Vous êtes les premiers qui viennent de citer les noms de Joseph Kabila ici. Pourquoi pas? Vous avez dit, je répète vos mots, vous avez dit, dans un pays comme le nôtre, l'armée devait être la première institution. On devait donner beaucoup d'argent par rapport au Parlement. Mais j'aimerais bien vous poser la question directe, parce que vous êtes celui qui soutient également les valeurs de Kabila, fils. À son temps, il pouvait le faire, parce que le Congo, la situation n'a pas commencé aujourd'hui. Kabila ne l'a pas fait. Tshisekedi est en train de subir. Est-ce que Kabila avait la mauvaise volonté? 5 secondes. Non, Kabila n'avait pas la mauvaise volonté, mais Kabila n'avait pas peut-être cette analyse de choses que nous mettons aujourd'hui au profit de Tshisekedi. Merci. Alors, merci. Nous mettons cette analyse aujourd'hui au profit de Tshisekedi. Merci. C'est clair. Merci. C'est bien. APJ, au peuple de juger. Juste. Professeur Tchamala, vous avez la parole. Est-ce que les dirigeants congolais sont faibles? Est-ce que les dirigeants congolais sont faibles? J'ai autrefois dit ici qu'il y a encore des gens qui ont du jus pour pouvoir défendre certains comportements de gestion calamiteuses et qui ont fait sombrer ce pays, alors qu'à un certain moment, lorsque, je vais citer cette fois-là, nous est venu, qu'on a voulu changer certaines habitudes, qui s'est engagé frontalement
une pensée telle que le Congo devait se relever, il y a des gens qui nous ont tirés vers le bas. Par l'imbécilisation de l'homme congolais et par une gestion tournée vers l'extérieur que vers le Congolais. Une gestion tournée vers l'extérieur, au profit des autres que des Congolais eux-mêmes. Il y avait des dirigeants congolais. Il y a des dirigeants dans ce pays qui se sont servis du Congo pour se faire une santé financière, pour gérer ce pays au détriment des Congolais afin que les Congo disparaissent. C'est fort ce que vous venez de dire. Hein. Et c'est ce qui s'est passé pendant... Ça peut choquer les gens. Hein. Que ça choque ou que ça choque pas, mais que c'est la vérité. J'ai dit sur ce plateau que nous avons raté 2 événements historiques pour repenser le Congo de la pré-colonisation, pour repenser le Congo de la fin de Mobutu. Je cite le dialogue intercongolais. Il était question d'aller discuter du Congo de 30 ans, de 50 ans, de 100 ans. Repenser le Congo après la dictature et mettre en place des structures politiques, une démarche de gouvernance, une vision globale du Congo à travers un consensus social et politique. Et quand on est arrivé au dialogue intercongolais, au dialogue intercongolais bien entendu, les gens se sont précipités au nom du clanisme, du tribalisme, au nom des intérêts égoïstes, au partage du pouvoir. Et la conférence nationale n'avait jamais abouti, alors qu'elle était sur une très bonne voie, à 75% déjà. Et on a chamboulé tout. Nous venons de rater encore un autre événement historique, c'était le dialogue intercongolais de Sun City. Celui-là encore, c'est la même mission de la conférence nationale, et je crois avoir, je pense, 10 ans ou 12 ans après. Parce que nous sommes en 2002-2003. À Sun City. Là encore, c'était un plan stratégique de l'Occident qui voulait occuper le bassin du Congo et qui voulait créer un type d'Africain qui devait gérer l'ensemble de l'Afrique. C'est pourquoi je parlais de Congo-Brazza. Je parle aujourd'hui qu'il y a des Rwandais au Bénin. Il y a des Rwandais qui se sont retrouvés au Cameroun. Vous les avez en Angola ici. Et presque partout, la tendance était comment est-ce qu'il fallait balkaniser le Congo. Mais malheureusement, ça n'a pas trouvé l'assentiment des populations congolaises de partout. Parce qu'il était question même de faire du Kivu. Un pays tampon entre ce qui resterait la RDC et les pays de l'Est qui étaient venus avec l'AFDEL. Et c'est cela. Et toutes les fois que nous sommes mis à discuter, j'ai relevé ici sur ce plateau la faillite de l'école. L'école. J'ai relevé sur ce plateau la faillite de l'église et la faillite de la famille. J'ai dit que nous sommes quasiment tous intellectuels, bien entendu, mais des agents de développement de l'Occident qui réfléchissons à l'occidental. Non, il ne faut pas dire ça. Moi, je ne réfléchis pas par procuration. J'ai dit sur ce plateau. Vous allez le remarquer dans la manière de poser les questions des journalistes. On ne parle pas Congo, on veut parler des individus. On veut citer les hommes. On veut parler des mérites des gens. Oui, c'est bien beau. Mais s'il faut reconstruire ce pays, parlons d'abord des idées force. Parlons des idées force. Quand vous avez posé la question, si l'élite congolaise, votre question c'est faible. Est faible. Elle est à l'image. Cette élite est absente. Elle est à l'image de ce que notre église est. Et le type de comportement de ceux qui ont le contrôle de notre âme, de notre esprit. Elle est à l'image de notre école ou de notre université que nous n'avons pas repensé, après la colonisation. Nous avons une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Nous consommons ce que nous ne produisons pas, nous produisons ce que nous ne consommons pas. La question économique, on va parler. Justement, il fallait changer. Après avoir eu des universités, parce qu'en 60, on n'en avait pas. Après avoir eu autant d'intellectuels universitaires, nous devions de changer le paradigme de notre pays. Les narratifs. Nous devions changer notre système éducatif, l'adapter à nos réalités, à nos problèmes. Et nous imposer une démarche. Nous ne l'avons pas fait. L'élite de notre pays est à la dimension de la famille.
Et l'armée dont on parle, qu'il fallait que l'armée ne peut qu'être à l'image du consensus social, de la vision des animateurs même du pays. Ok. Nous en avons eu lesquels? Mobutu. Parce que c'est le plus grand, qui a géré 32 ans durant. Il a déstructuré l'armée pour aller à Kawele. Non, il semble que l'armée de Mobutu à l'époque, c'était une Elle était forte. Forte, même en Afrique, on avait peur du Sahel parce qu'on avait une armée responsable. Ça, il faut... Vous avez une vidéo qui circule où les militaires parlaient à Mobutu des vérités de la gestion de l'armée. Bon, il y avait un peu de faille, il y avait un peu de faille. En 91, comment il est allé s'installer à Badolité? C'est parce qu'il n'avait plus le contrôle de l'armée. Non, il a été trahi. Il a été trahi par certains parce que l'armée était devenue tribalisée. Justement, c'est là. C'est vrai ça? Oui. Et Mouzé qui a tenté de reconstruire l'armée. Mouzé? Oui, avec les petits recrutements qu'il avait commencé. Quand il a chassé les Rwandais, qui sont revenus le 2 août, au moment où mon frère commençait à découvrir l'Est. Avec le RCD. Quand il a commencé à découvrir l'Est avec le RCD. Il a dit ça. Il a dit quand lui, il a commencé à découvrir le CPGL, l'Est du Congo, avec le RCD. Ok. Vous avez entendu, il a glissé ces mots-là. Ce n'est pas innocent. Et donc, le Congo, nous avons une élite qui ne court que derrière l'argent, qui ne court que derrière le pouvoir. Donc nous avons une élite imbécilisée. Il y a des imbécilisations de la société. On vous laisse danser, boire, manger, et puis on fait tout. Mais il y a eu des pans entiers de l'armée. Est-ce que nous avions encore l'armée maritime? Nous n'avions que... C'est la meilleure question. Les forces terrestres. Est-ce que nous avions encore les parachutistes? Non. Est-ce que nous avions encore l'armée aérienne? Non. Est-ce que vous parlez de quelle armée? Peut-être, je ne sais pas, mais... Parce que quand Mouzé vient, en 97-98, il chasse tout le monde. Il déstructure toute l'armée. Et on nous amène des occupants. Vous dites. On nous amène des occupants. Non, l'armée de la libération, il faut bien préciser. Non, il n'y a pas eu d'armée de la libération. L'AFDEL, l'armée... Il entre à Goma, Mouzé entre à Goma, il trouve des renseignements. L'ANER que tu vois ici. Après, il s'étonne, il dit, on a aussi formé des gens que cela. Mais dans ces renseignements, qui on a recruté? Les petits Kadogo là, tous ces gens-là qui venaient, je ne sais pas d'où. Non, les gens intelligents. Oh là là. Les services de renseignement et civils et militaires étaient morts depuis un bon bout de temps. Selon vous? Je dis, des pans entiers de l'armée n'existaient quasiment plus. Aujourd'hui, on en forme en Angola, au Maroc, en Égypte, en Israël. Aujourd'hui, on commence à avoir une armée maritime. Donc tout ça là, il fallait refonder et repenser le Congo. J'ai l'impression que vous êtes... J'ai l'impression que ne sera possible que lorsque l'élite arrête de tenir un discours partisan. Merci. Vous avez suffisamment de temps, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de contredire les chefs de l'État. Parce que j'ai une vidéo où le chef de l'État, Félix, a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Alors, je ne sais pas si il avait parlé comme chef de l'État, comme un politique. Alors, parlons-en, parce que vous avez touché un point important sur notre service de l'intelligence, de renseignement, l'ANER. Donnez-moi un peu la photo de... D'ailleurs, une agence qu'il faut changer le nom. Voilà, on va... Parce qu'une agence fait le travail marketing. S'il vous plaît, là, vous me faites penser à l'Okaka. Alors, donnez-moi un peu la photo de l'ancien d'abord, l'ancien chef patron de l'ANER, Monsieur Mbelou, professeur Mbelou, donnez-moi un peu, c'est celui qui avait... voilà, il est là, l'homme est ici. J'ai lu dans les réseaux sociaux et c'est confirmé, c'est celui qui avait remplacé Kalev, l'homme fort du régime Kabila à l'époque. Mbelou est venu, il a eu la confiance du chef. Monsieur Kalev est là, c'est celui qui était avant Mbelou. Maintenant, Mbelou est venu. Monsieur Gondi Kassende, qu'avez-vous senti pendant les règnes de Monsieur Mbelou, qui était comme le patron, qui était le patron de l'ANER? Est-ce vous avez senti l'intelligence de l'agence ou il y a eu plus de fuites d'informations et des vidéos qui ont scandalisé la population dans les réseaux sociaux? On dit c'est l'œuvre de Monsieur Mbelou. Je ne sais pas, une question difficile. Quand on sait que dans ce pays, pendant un temps, nous ne contrôlions ni l'armée, ni les services de renseignement. On peut changer des têtes.
c'est pas puisqu'on a changé les têtes qu'on a changé les choses. L'âme de l'ANER, comme c'était le cas aussi pour l'armée, c'était des gens qui venaient de l'extérieur. C'était principalement des Rwandais. Quand vous confirmez comme ça, je confirme. Ça me met très mal à l'aise quand vous dites que notre ANER a été contrôlé par le Rwandais. Bien sûr. C'est comme si vous êtes en train de se moquer des Congolais. La personne qui a pris l'ANER lorsque Mouzé est arrivé s'appelle Moses. C'était un Ougandais. Vous dites Moses. Oui. Ok. C'était un Ougandais. Donc vous ne pouvez pas dire, puisqu'on a nommé une nouvelle personne qui est congolais des pères et des mères, que vous avez changé les choses dans le sens positif. Mais il peut être directeur général de l'ANER, mais au niveau des gens qui réellement décident, contrôlent le pays. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a eu un accord à l'époque de Kabila, je le cite, avec le Rwandais, pour que le Rwandais contrôle non seulement notre administration, mais contrôle aussi notre sécurité. Et l'armée. Et l'armée, et le service de la police, et le service des renseignements. Attendez, vous le savez. Attendez, ça c'est fort, ça c'est fort. Il ne faut pas. S'il vous plaît, il ne faut pas amener les cas. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas amener les cas. C'est le fait réel et vérifié. S'il vous plaît, il ne faut pas amener les cas d'Yosha ici sur les plateaux. Je respecte bien l'homme de Kingakati, l'ancien président, Joseph Kabila Kabange. Vous pensez vraiment un homme intelligent comme lui pouvait signer un accord pareil il subissait que le Rwanda puisse venir contrôler, circuler librement, avoir la main sur... Même Mouzé qu'on met sur le piédestal, le premier d'ailleurs à créer une situation difficile dans notre pays, c'est Mouzé, même si on dit qu'il est héros. Je respecte, mais Mouzé est venu ici, à la tête de l'armée qui était là. James Kabarebe, quand on pose des questions, c'est qui est encore plus grave. Ils viennent ensemble, Kabarebe se retrouve être général à la tête de notre armée. Quand on pose des questions à l'entourage de Kabila et à Kabila lui-même, il dit « Je n'ai jamais signé d'ordonnance pour nommer James Kabarebe à la tête de l'armée. » C'est encore plus grave. Oui, l'ordonnance n'existait pas. Mais même si ça n'existait pas, moi je dis c'est plus grave. C'est un contingent de gens. D'accord. Ils étaient décidés avant qu'ils Comment tu es chef de l'État? Comment tu peux être président de la République, chef de l'État, et gérer ces pays, conduire ces pays, quand tu sais qu'à la tête de l'armée, mais il ne se voyait pas en danger puisqu'il dit qu'il n'a pas nommé. Il y a quelqu'un que tu ne contrôles pas. Mais c'est grave. Moi, je dis, ces gens-là, notre pays était vendu déjà. Notre pays était vendu à l'époque de Kabila père, même si... Occupé, pas vendu, c'est fort. Vendu, dans le sens où les élèves nous suivent. On ne contrôlait rien. Il a essayé de rectifier le tir. Ça, il faut le lui reconnaître. Mais c'était trop tard. C'est ce qui a amené même jusqu'à sa disparition. Le fils arrive, il entérine la même chose, il amplifie. Combien de généraux, combien d'officiers rwandais sont dans l'armée? Plus de 250. Vous dites. Des officiers d'origine rwandaise, plus de 250. Les officiers? Bah, bien sûr. D'origine rwandaise? Il y en a encore dans l'armée aujourd'hui. Son fils avait signé un nommé. Nommé officiellement. Dès qu'il arrive directement, il nomme 25. Tanganda? Jusqu'à ce qu'on arrive. Non, les Banyamulenge, c'était des Banyamulenge. C'était pas des Rwandais. Kounda du Nord, il est de chez l'autre là, c'est qui est arrêté là. Mangachuchu. Kounda n'est pas les Banyamulenge, c'est au sud Kivu. Suivez, Mobutu était là. Quand Mobutu était là, il avait 25 officiers qui l'entouraient. Kabila père arrive, il en avait une cinquantaine. Quand Kabila fils arrive, il y a combien d'officiers aujourd'hui? Il y avait combien? Mais je cite que le nombre de Rwandais, plus de 250. Vous dites? Des colonels, de généraux, plus de 250. Calmez-vous. Si tu rajoutes le Congolais, mais il y a autant de généraux, en exagérant, que des soldats. Ce que vous êtes en train de dire là, oui. s'il vous plaît. Cette émission est interdite aux cardiaques. C'est fort ce que vous êtes en train de dire. Les propos vous engagent. Vous êtes journaliste. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Vous êtes journaliste. Je crois que vous avez suivi votre confrère Charles Onana, qui est chercheur. Oui. J'ai lu même le livre de Charles Onana. Il a documenté, il dit. Il y a même une recommandation de Bitakwira. Il dit chaque Congolais devait prendre ce livre-là comme sa Bible à lui pour lire et comprendre où se trouve notre salut. Et Bitakwira, je vous salue. Mais dès que je vais terminer le livre, je vais appeler Ndaiwel et les autres pour essayer un peu d'analyser. Monsieur Armand Keka, le salut du peuple est entre votre main. Parce que vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Alors, quand M. Gandhi dit que notre année était infiltrée par des Rwandais,
les Congolais ne maîtrisaient presque rien, nos informations fuitaient à tout moment. J'ai même suivi M. Chiwewe, qui est le patron de notre armée, qui a dit que quand la République, il y a même une réunion, on arrête des stratégies. Après 2 heures, tout est parti. La source, je suis tenté à croire à M. Gandhi qui dit les Rwandais occupaient les Congo. Votre réaction? Bon, c'est d'après l'appréciation de M. Gandhi et sa vision. Moi, je dis les informations d'un État qui a un grand nombre de personnes non averties, non illuminées comme le nôtre, ne peuvent pas nous scandaliser que ça puisse sortir parce que nous ne sommes pas préparés au secret. Vous dites? Le peuple congolais n'est pas préparé au secret. Parce que je viens de parler et je remets le mot dans la bouche de M. Gandhi qui a parlé que nous ne devrions pas parler de ce qui se passe à Brazzaville. Nous devrions d'ailleurs prendre d'autres dispositions que d'en faire un état de débat ou de discuter sur des questions qui ne nous concernent pas. Du fait qu'on a parlé du Rwanda qui a acquis telle matière, nous devons en faire un problème. C'est aussi un problème. Nous discutons même sur le problème de plan martial dans les médias au Congo. C'est-à-dire que le secret, c'est un problème d'éducation, d'illumination. C'est un problème d'averti. Et le peuple congolais qui n'est pas préparé au secret perd sa subsistance spirituelle et même sa substance qui devrait dominer d'autres États. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout simplement parler de l'infiltration. M. Gandhi a parlé qu'à Brazzaville, nous avons plusieurs Congolais de RDC qui travaillent autour de Sassou, dans beaucoup de services. Oui. Et est-ce que c'est une infiltration au Congo-Brazzaville? Et dites-moi aujourd'hui, tous ces Congolais qui sont à Brazzaville sont nos infiltrés que nous avons envoyés? Et pourquoi ces Rwandais qui sont supposés toujours être infiltrés ici au Congo donc vous ne croyez pas? Non, je dis ceci. La première des choses, c'est d'abord que le Congolais lui-même se prépare pour connaître la valeur du secret. Voilà pourquoi on a. Il y a tout un service. L'ANER. Il semble que dans l'ANER, rien ne s'est gardé en secret. Dans le service des renseignements d'autres États, même du Rwanda, vous ne verrez jamais personne s'identifier devant vous que je suis de l'ANER. Jamais. Au grand jamais, je te dis. Et vous trouverez à l'hôtel, vous êtes là, une femme qui vient vous saluer gentiment. Elle est envoyée et elle fait le service de sécurité. Jamais vous ne saurez que cette femme est venue me saluer, me sert même de l'eau à boire. Elle est du service de sécurité. Peut même vous servir une chaise pour vous êtes fatigué, on peut vous préparer quelque chose, et c'est un service de sécurité, d'intelligence. C'est ce dont nous ne sommes pas préparés. Ici, nos agents d'ANER sont connus dans des bars. Oui, c'est des stars. Hein? Vous imaginez comment vous allez parler d'une infiltration autant que le peuple n'est pas préparé au secret. Le peuple n'est pas préparé au renseignement. Le service, une lettre du général de l'armée qui est encore à son cabinet. Il ne va pas me dire que son parsec c'est un Rwandais. Il ne va pas me dire que l'opérateur de saisie de ce lettre c'est un Rwandais. Il ne va pas me dire que non, c'est lui le huissier qui amène sa lettre à la présidence, c'est un Rwandais. Non, le problème c'est lequel. Comment je sais au moment où moi, dans mon cabinet, je suis avocat par exemple, vous n'allez pas me dire que je ne connais pas les avocats qui travaillent avec moi. Parce que je sais que j'ai 3-4 stagiaires de mon cabinet, l'un est de Kwilu, l'autre est du Sankuru, l'autre est de Kananga. Vous avez l'air CV. Alors je connais que non, ces gens qui travaillent avec moi, ce sont des stagiaires. Même si je suis absent à l'audience, ils me représenteront valablement. Alors comment pouvons-nous conclure que cette infiltration du Congo est dans toutes les instances? Même la lettre du chef de l'État quitte la présidence pour être dans les réseaux sociaux. Oui. Or, lors de nomination ici, nous n'avons pas entendu un seul nom de Rwandais. Et même le secrétaire qui saisit au cabinet chef de l'État n'est pas un Rwandais, que l'on sache. Le problème, c'est de préparer un peuple pour qu'il connaisse la valeur du secret, la valeur du mystère d'un État. L'État, c'est un mystique. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que c'était pas fait à dessein? Parce que vous venez de dire ici, les agents de l'ANER, de la RDC, c'est des stars, ils sont connus par tous. Est-ce que c'était pas fait à dessein pour créer la terreur, pour que les Congolais aient peur? Non. Nous avons quelqu'un de l'ANER
que les Congolais ne puissent pas hausser les tons. Parce que dans des pays sérieux, ce sont des gens qui sont dans le noir. Pourquoi nous mettons toujours en tête que ce sont eux qui sont plus intelligents pour nous influencer? Pourquoi nous ne pouvons pas refuser cette influence-là à un moment où nous sommes déjà en train de comprendre que nos frères nous ont infiltrés depuis 1997. Ils nous ont infiltrés et jusqu'à 2000, prenons jusqu'à 2018, hein, si les gens veulent que j'exagère. Hein, jusqu'à 2018, ils nous ont infiltrés et qu'on a déjà compris. Quand on a compris la chose, on y prend des positions. Et quelle est la position à prendre? C'est de refuser cette influence-là. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, même une petite arrestation qui s'est faite à l'ANER est dans le média. Oh, il y a même des vidéos qui sont dans l'instruction secrète et même la personne qui est devant l'ANER, son interpellation ou sa convocation n'est pas publiée. Puisque ça fait échapper les sources d'information de renseignement. Alors ici maintenant, vous allez nous dire que nous, cette influence-là, cette gestion des procédures de renseignement, c'est le Rwanda qui nous influence. Non, le problème est d'abord à l'interne, mon cher ami. J'ai aimé le professeur quand il a rejeté encore leur propre religion et aux églises. Qui ont deux, je dirais que non. Au monde, nous avons des églises en fait que Dieu a destinées. Il y a l'église spirituelle qui adore Dieu en esprit et ceux qui adorent Dieu en chair, qui pensent aux histoires de mariage et de sexe, de polygamie ou de quoi que ce soit. L'église charnelle. Ce qui est vrai, le souci de l'église, c'est de sauver l'âme. Alors le problème, si aujourd'hui l'interne, l'âme du Congolais devient pure, qu'est-ce que nous aurons à faire des influences des étrangers? Apprenons simplement à gérer un État en le réparant sur le plan interne. Ces influences extérieures ne vont plus faire un débat dans notre pays. Mais jusqu'aujourd'hui, il semble qu'il y a encore la même mise. Il y a des Congolais qui se livrent en faisant ces plans machiavéliques, à accompagner même les infiltrés. Vous voyez, maintenant, quand le professeur dit ici qu'il y a eu des Rwandais qui ont été nommés au poste de la République, on s'est dit, les gens qui ont paraphé la signature pour nommer ces gens-là, est-ce que ces gens, les gens qui ont paraphé, ils n'avaient pas un service qui pouvait leur dire, la personne que vous nommez ici, selon nos recherches, ce n'est pas un Congolais. Est-ce que ce n'était pas fait à dessein? C'est la même réponse que je donne. Je prends toujours l'exemple du professeur et de M. Gandhi par rapport à Congo-Brazzaville. Et même en Angola, nous avons des Congolais d'ici qui travaillent dans certains services en Angola. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas de ceux qui ont nommé. Le problème, c'est de l'intention du Rwanda ou du Rwandais qui est venu créer une influence au Congo. La personne qui nomme le nom comme Sassou a nommé aussi certains Congolais. Mais parce que Sassou, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que Sassou sait que les Congolais n'ont pas de mauvaises intentions de nuire le Brazzaville. Mais pourquoi l'ancien régime nommait seulement les gens de ce coin-là? Parce qu'on a parlé de plus de 200 et quelques. Non, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi l'on dit que aime ton prochain comme toi-même? Si toi-même tu es pur, tu rendras aussi les actes de ton prochain pur. Mais si tu n'es pas pur, c'est que tout ce que le prochain fera, rien ne te sera intéressant. Pourquoi? Parce que lui, il le nomme avec une pureté d'esprit. Il dit, je vais utiliser cette intelligence dans cette matière. Mais celui dont il pense être pur comme lui ne l'est pas. Merci. Est-ce que nous allons retourner la balle à celui-là pour le prendre et le brûler? Ou carrément nous sommes déjà convaincus que nos frères du Rwanda ne viennent pas avec des idées pures comme nous allons dans d'autres pays. Merci. Parce que les Congolais qui vont dans d'autres pays, merci, ils travaillent pour ce pays-là. Merci, Maître Armand. C'est de cette façon-là qu'il faut qu'on réfléchisse. Merci, Maître Armand. Avancer. Merci, Maître Armand. Je sais que le professeur nous a s'il vous plaît. Monsieur le professeur Tchamala, il ne faut pas condamner, il ne faut pas trop condamner l'ancien régime. Ne faut pas, s'il vous plaît, ne faut pas trop condamner l'ancien régime en écoutant M. Armand Lokeka qui dit l'intention de l'ancien président Anoma, c'était pur. Que je vous nomme, travailler pour mon pays. C'est les gens qu'on nommait là qui avaient les idées mauvaises pour trahir les Congos. Alors, dans les pistes de solutions, il y a les nouveaux chefs de l'ANER. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter alors les dégâts? D'abord, je vais revenir à ce que tu viens, c'est à quoi tu venais de dire tout à l'heure. Il y a encore les arriérés à payer. Il y a des arriérés à payer. Okay. Vous savez, Armand, nonobstant son côté partisan, moi et lui, on parlerait tous les jours le même langage. C'est un partisan?
J'ai dit. C'est une belle question. Il fait un effort de ne pas se relever haut. Ok. Tout simplement parce que C'est pas possible. un homme extrêmement intelligent. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Quand tu me dis que je suis sur un plateau avec Armand, M. Gandhi, il y a encore un aîné qui est chez les Kimbanguistes là. Ouais. Je suis fier de venir le rencontrer. Ouais. Lui, comme pasteur, comme je l'ai entendu, et puis il prêche bien, hein, je comprends que et le droit, Il et est la parole de légal. Dieu, c'est un bon orateur. Et il est parmi les gens qui peuvent travailler sur les armes des Congolais, mais à moins qu'il se démarque un peu de son côté partisan. Parce que moi, quand je parle là, tu as dit que c'était un débat républicain. Mon problème, c'est que qu'on se relève un peu haut. Nous pouvons avoir tous des penchants ou des partis. Je peux dire des choses ici graves. Mais à un certain moment, je pars, je voyage. Moi, j'ai mes enfants qui sont à l'étranger. Je me suis dit, pourquoi je les amène à l'étranger? Parce que ça ne rassure pas dans mon pays. J'ai dit, moi, je vais rester me battre ici. Quel que soit ce que ça va me coûter, mais je vais me battre parce qu'il faut une nouvelle génération d'hommes politiques et surtout travailler sur notre jeunesse. Donc, le vrai problème ici, c'est le problème d'hommes. Il y a 3 jours, le lundi, je vois les gens passer devant chez moi. À Kinshasa, tout le monde parle à haute voix. Tout le monde crie. Même quand il est au téléphone là, il est à son immeuble là. Vous qui êtes en bas, vous entendez tout ce qu'il a parlé le problème secret. Mais à Kigali, personne n'écrit. Il peut être en train de parler ici. Toi là, tu n'entends pas. Ok. Même ça a eu une influence sur Goma Bukavu. Les gens ne crient pas. Là-bas, les gens agissent facilement. Donc, il faut travailler sur l'homme. Et pour travailler sur l'homme, il le faut. Vous savez, cette histoire du Congo infiltré, du Congo qu'on veut balkaniser. Moi, j'ai grandi au Katanga, à Kalemi. Nous avons grandi avec les Rwandais. Kalemi? Ok. Ils sont pleins là-bas. Je salue Zoé. Le Tanganyika là-bas, ils sont pleins. À Lubumbashi, à la Jekamim, on a grandi avec. À Goma, Bukavu, n'en parlons pas parce que moi, je suis venu de là. Je suis du Kassai, certes. Mais je suis plus proche de ces communautés-là que même du Kassai. Il n'y avait pas de mauvaises intentions. Il y a eu des Rwandais au Parlement. Le papa de Guissaro était l'ami de Tshisekedi, par exemple. Alexis Guissaro. Oui, son père. L'actuel ministre c'est un Mouyamoulenge. des Travaux publics. Il ne le renie pas, il est Tutsi. Tutsi congolais. Il a étudié ici. Tutsi congolais. Il a grandi ici. C'est un Congolais. Mais Charles Onana, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis, des choses qu'on ne disait pas, sous la plus forte influence de Joseph Kabila, qui lui-même a été dénoncé par certains de ses frères, entre guillemets frères, soi-disant enfants de musée. Vous les avez reçus ici. Des gens qui vous disent que je suis devenu Congolais en 97. Et quand j'étais au service national, on y travaille que quand vous êtes de ce pays-là. Ça, c'est Da Jeannette qui a dit ça. Je la salue. Elle a dit ça au palais du peuple là-bas, au Parlement. C'est ça que vous avez compris. Mais c'est ce qu'elle avait dit. Zoé, chez Kassamba, Jean-Marie, il dit qu'il est devenu Congolais en 1997. Quand il est entré dans la famille de Mouzé là. Bon, maintenant vous voulez me dire que le président Kabila a nommé des gens innocemment. Le président Kabila a nommé des gens innocemment, sans connaître qu'ils appartenaient de quelque part et qu'ils avaient des intentions. Maintenant, c'est lui qui était allé dire à la haie. On lui dit que vous êtes général congolais, il dit non, je suis sergent rwandais. Qui l'avait nommé? Qui? Tanganda. Bosco Tanganda? Oui. Ok. Peut-être Kabila ne savait pas. Voilà. Le premier des renseignés, la personne qui a la plus forte information, en parallèle comme en officiel, c'est le président de la République. Et il savait. Il savait que Tanganda était rwandais, selon vous? APJ, au peuple des juges. Continue. Et quand vous prenez Charles Onana, que je vais recommander, je ne veux pas le lui acheter parce qu'il a beaucoup d'argent. C'est un avocat au Conseil d'État. Là, c'est beaucoup d'argent. Il a l'ouvrage de Charles Onana. Va le lire. Va lire aussi La Dame de la Grande-Bretagne. Là où il y a le plus grand lobby aussi en Grande-Bretagne. Va lire tout ça. Et puis après, change un peu de discours. En effet, le vrai problème, c'est que je parlais ici de la différence de notre société dans sa globalité. L'éducation se transmet dans la famille. La famille a failli à cause de la pauvreté. La deuxième cellule, c'est l'école.
L'école, nous n'avons pas repensé, nous n'avons pas donné de valeur à l'école. Et c'est lui qui est le promoteur. L'enseignant qui donne des valeurs, lui-même, il est clochardisé. Ça, c'est un deuxième problème. Donc c'était fait à dessein pour que même l'éducation soit détruite. Hein. Le troisième problème, c'est que l'église traditionnelle, qu'on a appelée traditionnelle, l'église traditionnelle a servi à la colonisation en termes de renseignement et d'information. On ne peut pas dire ça, l'église catholique. L'église catholique et l'église protestante, c'est parmi les églises qui ont contribué. Elles obéissent au dictat de l'Occident, d'où elles tirent leurs origines. Vous dites? L'église catholique. Elles obéissent au dictat de l'Occident, d'où elles tirent leurs origines. Non. Et le pape, l'église catholique est mondiale. Le pape est le président de tous les présidents du monde. Pape? Oui. Qui est le mieux écouté. Vous allez voir que les protestants, chez nous, commencent à se comporter comme des catholiques. Même en accoutrement, vous ne savez pas faire la part des choses entre un évêque catholique et un évêque protestant. C'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous... Mais c'est remarquable, c'est visible. Okay. Et donc, il y a lieu... Quoi faire? Retournez à la question, parce que vous avez suffisamment payé des arrières. Oui. Quoi faire pour éviter les dégâts? Quoi faire pour éviter? Parce qu'il y a une information qui circule, je ne confirme pas, mais c'est des trous, on en parle. Il semble aujourd'hui, si on arrête quelqu'un ou on interpelle quelqu'un à l'ANER, la première des choses, on lui demande son téléphone. S'il y a un code, je voudrais que... s'il vous plaît, s'il y a un code, il donne l'accès à son téléphone, on prend des vidéos compromettantes, on garde. Une manière de mettre pression à la personne, dès que la personne ne négocie pas bien, on publie ces vidéos. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les dégâts, si cela est vrai? Je vais emprunter certains mots de M. Gandhi tout à l'heure. Je ne veux pas que l'on puisse... C'était une question très difficile, mais pertinente. Et parce que M. Lokeka a dit quelque chose aussi de très intéressant. On ne peut pas parler des services publiquement comme ça. Nous n'avons pas la notion de secret. Cependant, je ne veux pas qu'on mette à charge de M. Mbelou les vidéos qui ont circulé. Le rumeur nous amène à l'information, mais ça circulé. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai. Quoi faire pour éviter les dégâts pour le nouveau patron qui vient d'arriver? Je disais que je vais prendre le mot de monsieur Gandhi. Notre service étant infiltré, le monsieur pour lequel on a publié les vidéos était un agent du RCD qui a travaillé avec Roubero, Parsec, et puis qui était très proche du Rwanda. Qui? Bisselel. Je l'ai sali là où il est. C'était un agent de sécurité de renseignement. Agent double. C'était un agent double. Il est très proche du pouvoir Kagame et il était très proche du pouvoir Tshisekedi. Pourquoi avait-il été arrêté? Question mark. Pourquoi était-il interpellé et pourquoi il est relâché? Qu'est-ce qu'il a? A-t-il collaboré? Qu'a-t-il dit? Bon, ses anciens amis qui seraient infiltrés dans nos services, qui auraient eu accès à ces données, ou qui le connaissent aussi bien, sont aussi les premiers qui peuvent vouloir faire ce qu'ils ont fait. Pas nécessairement le professeur Mbelou. Je n'ai pas dit le professeur, j'ai dit ça circule, c'est dans les... Justement, j'ai dit... Il faut maintenant chercher à éviter les dégâts. Le problème, c'est qu'il faut travailler sur l'homme. Je suis allé à l'UPEN, j'ai laissé ma voiture, j'arrive à l'UPEN, je trouve que les gens se mettent déjà à deux sur le siège de passant là, devant. Et dans le bus à trois, c'est qui était prohibé avec Mouzé. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'homme congolais. Il faut beaucoup de fermeté, beaucoup de discipline et il faut des redevabilités. Des sanctions, genre, vous êtes chef d'un corps et que votre corps faillit dans des comportements qui ne sont pas bons, qu'est-ce que l'on fait? On vous met à l'écart. Comme ça, chacun va veiller sur le fonctionnement de son institution et le comportement de ses agents. Il en est de même pour la police et pour l'armée. Parce que tous ces agents, s'ils ne sont pas à l'image de responsables de ces structures, mais c'est à l'image de nous en tant que population, en tant qu'individu. Et donc, il faut un tout petit peu serrer les lignes et sanctionner sévèrement. Merci. Je crois que c'est ça la merci. Travailler sur l'homme. Merci. Il faut travailler sur l'homme. Merci, professeur Prosper Tchemela. Il faut travailler sur l'homme. Nous, on est fatigués de vos vidéos, chères autorités, et les vidéos compromettantes. J'ai peur qu'un jour, il se touche mon téléphone et qu'il tombe sur l'une de vos vidéos. Il va me poser la question, papa, ça c'est quoi ça? J'aurai quelle réponse? Ce n'est pas bien. Et vous également, les gens de service, il ne faut pas aussi
humilier les gens que vous arrêtez comme ça, ce sont des parents. Alors, vous devez bien faire la part des choses. Évoluons, parce que l'actualité oblige que nous puissions en parler. Monsieur Gandhi, vous ouvrez cette question. Il y a, on vient de les nommer, Jean-Louis Essambo, conseiller principal. Spécial. Conseiller principal. Spécial. En matière sécuritaire, qui a remplacé François Béat. Parlons-en. Donnez-moi la photo du nouveau conseiller. Monsieur Gandhi. Est-ce l'homme? C'est vrai, c'était un professeur. Quelles sont les tâches qui les concernent et qu'est-ce qu'il est censé faire au moment pareil? Il faut avoir une fiche de poste, c'est-à-dire c'est à savoir ce qui est prévu dans ces différentes tâches et fonctionnements. Il est difficile d'apprécier comme ça sans avoir ces éléments concrets. Mais si on regarde sur le plan général de ce qui se passe au monde, ce qui s'est fait, je pense qu'il sera là comme conseiller, coordinateur des services avec des vrais spécialistes des renseignements, non seulement des renseignements, de tout ce qui touche les renseignements et la défense. Et que ce soit la sécurité intérieure, que ce soit la sécurité extérieure, où on a moins de monde d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est souvent déséquilibré, puisque un bon service des renseignements, c'est un service qui travaille à la fois en interne, qui travaille aussi en externe, à l'extérieur. À l'extérieur, en interne, on peut employer les nationaux. À l'extérieur, on peut à la fois employer les nationaux. On peut aussi infiltrer les milieux du pays dans lequel on est pour pouvoir avoir des renseignements. Souvent, on est surpris de ce que l'Occident décide, tel ou tel pays décide sur nous, contre nous, puisque on n'est pas renseigné. Vous allez même dans nos ambassades, il y a des ambassadeurs qui ne lisent pas les journaux. Des ambassadeurs qui n'ont pas des liens par personne interposée dans la société dans laquelle ils représentent le chef de l'État. On n'a pas de renseignements. Ici, c'est encore pire. On peut avoir des agents, même ici, qui ne travaillent pas à l'ANER 24 heures sur 24. On peut avoir des agents de renseignement de l'ANER dans toute la société. Ça peut être de motocyclistes, ça peut être de chauffeurs de taxi, ça peut être... On peut les employer sans pour autant dire qu'ils sont membres de l'ANER. Eux-mêmes ne doivent pas le savoir dans un certain nombre de champs. On emploie des femmes, des putes, on emploie tout le monde. Même de fous, on peut les employer sans leur dire qu'ils sont au service de l'ANER et autres. On peut leur donner des cadeaux de temps en temps, ils diront que monsieur est gentil, etc. Le service des renseignements, c'est pas seulement ce qui est visible. Et aussi dans le renseignement, ce qui est visible, visible dans le sens de l'organisation intérieure, apparent, oui, c'est ça. Il faut employer des gens de toutes les disciplines. On doit trouver des ingénieurs, on doit trouver des politistes, politologues, on doit trouver des sociologues, etc. Des gens pointus qui travaillent sur un certain nombre de champs, mais de manière intelligente. Donc, ce n'est pas un travail où on prend le neveu de tel ou la tante de... etc. Non, c'est un service, on appelle ça service d'intelligence. Il faut prendre des gens outillés qui peuvent comprendre les choses, les analyser et préconiser, si possible, des mesures. Merci. Alors, M. Armalo Keka, l'homme est nommé, Jean-Louis Essambo. Pensez-vous que c'est un homme qui mérite? Est-ce autour de lui doit privilégier la méritocratie ou les moines et tout? Non, avant que je n'entre sur la nomination du professeur Jean-Louis Essambo, j'avais d'abord voulu relever certains éléments sur les nominations de Rwandais dans les services de sécurité de l'armée, puisque le problème que je veux aujourd'hui parler de l'esprit réparateur de l'homme congolais doit nous être vraiment comme un élément central de réflexion. L'esprit réparateur. Oui, puisque si nous allons nous mettre tout simplement à avoir un rêve, j'ai eu un cauchemar la nuit et que toutes les nuits me deviennent le même, automatiquement je m'entraîne vers la mort. Puisque vous avez eu un cauchemar le 1er juillet, on était en train de vous taper, on était en train de vous mettre dans la boue, et que chaque fois qu'il y a 18 heures, le même cauchemar vous vient, automatiquement vous mettez-vous en tête que vous êtes d'aller vers la mort, puisque vous ne saurez plus vivre à l'aise et vous ne serez pas heureux et vous n'aurez plus la liberté.
d'avoir un sommeil ordinaire comme tout le monde en a besoin. C'est un peu dans cette situation que nous sommes, nous Congolais, pour l'instant, par rapport à la situation du Rwanda. Le cauchemar qui a eu lieu en 2018 demeure dans la tête de tout Congolais qui ne sait plus prendre une décision pour améliorer la situation de son propre pays. Que non, tout ce qui sort, même si je trouve quelque chose dans ma toilette, c'est le Rwandais qui l'a fait. Vous comprenez? Donc automatiquement, moi je voudrais qu'on quitte de cette considération de choses. Que nous allions dans la logique que nous rencontrons avec le prof qui dit la faillite de la famille. Cette famille, ce n'est pas une famille rwandaise. Quand il parle de la faillite de l'éducation scolaire, par exemple, ce n'est pas des écoles rwandaises. Cette faillite de la société, ce n'est pas la société rwandaise. Mais le problème, c'est de préparer cette affaire-là. La faillite de religion, quand il parle. Aujourd'hui, il te dit qu'on ne sait plus différencier le réveil et ceux qui dorment. Il y a un problème sérieux. Chaque État doit conserver, ne fût-ce que, même si l'État est laïque, mais l'État a une spiritualité. L'État a une substance culturelle et traditionnelle à conserver. L'État ne peut pas tout trahir. L'État ne peut pas tout abandonner. Pourquoi aujourd'hui, pour être dans quelque part une institution, on te dit non, il faut adhérer aux maçons. Le maçon n'est pas une religion africaine. Mais il y a des exigences dans certaines entreprises africaines où on vous dira il faut y adhérer pour être DG, pour être DGA, pour être ceci. Donc vous voyez dans quel niveau l'Occident est en train de mettre un virus dans l'esprit de l'Africain en général et du Congolais en particulier. N'est mieux que ce qui vient de l'Occident. Que ce soit la religion. N'est une bonne religion que la religion qui vient de l'Europe. Alors comment comment on peut aujourd'hui dire que non, cette religion-là vit à partir de l'Europe, c'est une mauvaise religion. Au moment où nous-mêmes là, n'est bon que ce qui est écrit par les Blancs par exemple. Un Blanc a toujours été très intelligent qu'un Congolais. Le professeur Essamba aujourd'hui nommé à la sécurité du chef de l'État. Un professeur qui a soutenu sa thèse en France, a distingué devant le Blanc. Un professeur connu même en Afrique sur le plan constitutionnel. Doyen de la faculté de droit. Professeur ordinaire. Okay. Tout cet état de choses ne peut pas nous pousser à lui faire confiance. Mais on vous dira demain que non, il est là puisqu'il est kassaïen. Et pour uniquement mettre le vecteur et décourager le bon sens. Le problème pour le Congolais, c'est d'abord, comme l'a dit le professeur lui-même, c'est le problème de l'homme. Nous avons cette capacité-là d'amener un réparateur pour que l'âme du Congolais soit l'âme qui peut sauver ce pays. Puisque si le Congolais n'est pas émancipé, au travers de soi-même, le pays va subir le même cauchemar de peur. Merci. Alors, le professeur est nommé. Nous pensons que le président de la République ne s'est pas appuyé sur une personne du hasard. Nous pensons. Ce n'est pas pour moi qui dois maintenant mettre en doute, comme l'a mis le professeur, de nomination de certains Rwandais dans le service congolais par le Joseph Kabila, que non, il l'a fait avec une intention malveillante. Non, moi je dis le professeur Issambo n'est pas nommé pas pour une intention malveillante, puisqu'il est congolais, il était là, un grand frère de chez moi, il est nommé là, puisqu'il l'a mérité. Merci. Au regard des critères et des éléments que le président de la République avait besoin. Merci. Et il voudrait se servir de son intelligence pour changer certains éléments dont le président lui-même voudrait changer dans son cabinet. Merci. J'aimerais bien placer un mot par rapport à la nomination de ce grand professeur de mon pays, Jean-Louis Issambo. Il a été nommé en remplacement de M. François Béat. Je m'adresse au professeur. Prof, le Congo a besoin de vous. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État vous a choisi, que vous puissiez les sécuriser. Alors, l'occasion de votre nomination, ce n'est pas pour vous poudrier, mais ça doit être un moment de méditation pour dire, on est assez nombreux, pourquoi moi, et qu'est-ce que je dois apporter pour que mon pays soit fier de moi et que je reste dans les annales. Nous les journalistes, nous vous observons, mais moi Delphin, je vous encourage et je demanderai à tous les Congolais de prier pour vous parce que la mission n'est pas vraiment facile. Alors, évoluons. Monsieur professeur Chamala, je peux avoir la visite du chef de l'État, là où il est allé un peu inaugurer, visiter plusieurs réalisations. Monsieur Prosper Chamala, il y a la francophonie, oui. J'ai reçu Pius Romain et Nikofa ici. Ils m'ont dit, RDC Biyamba Yamba. Boyambi francophonie, Bosali ba stade ba nini, mais azobang entretien.
Bon, un entretien wapi. Une semaine, 2 semaines, et qu'on bébé biyamba yamba. Et surtout, on a une équipe, mais elle a quitté, bossé, bah, citerne, na ba cantine, beaucoup de baksama, et pour la francophonie, bah, sur la langue. Mais chef d'État a visité des choses. Est-ce que le régime Tshisekedi est en train de relever les défis? Merci. Je vais revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure. D'abord sur Jean-Louis Sambo, prof, un homme serein, calme, un homme intelligent. Il a été décrit par Armand. Mais je voudrais que l'on précise ici qu'il a pour mission de centraliser et exploiter les informations relatives à la sécurité venant de plusieurs autres départements et services ad hoc et d'en donner lecture, sa lecture au président de la République. Ce n'est pas tellement quelqu'un qui agit. Au fait, on sait que M. Gandhi a dit tout à l'heure, c'est son intelligence dont on a besoin. Voilà. Mais il y a aussi un problème. En tant que juriste, docteur en droit constitutionnel, il est aux manettes de plusieurs services. La police, l'ANR, la DGM, la justice. Okay. Certains pratiquent des services ad hoc, l'ANR, la sécurité interne, la police et consorts, sont des actes qu'ils posent parfois qui ne vont pas dans le même sens avec le droit, avec la justice, la légalité. Okay. Et il a cette mission-là de concilier tout ça et de mettre en musique un type de comportement républicain de l'homme, le non-apparent qui travaille à l'ANR ou à la sécurité interne, ou aussi à ses policiers. Donc il a un rôle central. Tous ces gens-là, tout ce monde, tous ces services rendent leur rapport d'abord à la maison militaire et doivent chuter à la sécurité interne. Et là encore, il faut bien ficeler, bien recruter des gens au niveau de la sécurité interne pour accompagner et la maison militaire et accompagner également les conseils spéciaux. Donc il faut privilégier la méritocratie. Voilà. Et maintenant, vous m'avez cité deux noms. La vidéo est ici derrière. Vous m'avez cité deux noms de personnes que je regarde généralement à la télé et qui ont perdu le bon sens. Vous dites. Des personnes que je regarde généralement à la télé qui sont en train de pourrir. Non. Retirez. Les médias congolais. Retirez. Nous devons être tolérants. La tolérance. Vous savez, quand je parle de l'homme congolais, de repenser l'homme congolais, le formater, créer un nouvel homme congolais, je ne peux pas compter avec les deux que tu as cités là. Parce que l'insulte est proche. Roman et Nico Faye. L'insulte est facile. Non, c'est les hommes intelligents de mon pays. Les théâtres surtout Nico Faye, ce qu'il fait comme théâtre. Ils ne sont pas ici, je les ai cités parce vous les avez cités. Dans l'émission précédente, ils m'ont dit que c'était un spectacle désolant. Ni une référence, ni un modèle de société. Pour tout ce qu'ils font dans le média et la communication qu'ils font à l'endroit de notre jeunesse qui devait s'inspirer d'eux. Vous, journalistes, quand vous êtes, vous pouvez être un modèle pour tous les jeunes journalistes qui viennent après. Répondez, les faits. Et donc, ce qu'ils ont relevé. J'ai dit, l'entretien. C'était malvenu pour vous de me poser la question sur ces gens-là, pour lesquels je n'ai pas d'estime. Mais cependant, je vais répondre à la question. RDC, Biyamba Yamba. Canada, il y a encore la francophonie. Parce qu'eux, ils soutiennent un camp. Il y a eu la francophonie ici. La francophonie a mis des moyens, on a créé des petites périodes qui n'existent pas. Oui. La francophonie, le sommet. C'était en 2014. 2012, non 12, 14, je ne sais pas. On a mis des moyens pour organiser un truc de la francophonie, un sommet de la francophonie. Aucun rappel. Le maréchal Mobutu, pour une réunion de l'Union africaine au Congo, on a construit la cité de l'Union africaine. C'est resté, ça sert. C'est resté une référence. Aujourd'hui, vous pouvez y loger des chefs d'État qui viennent dans un sommet ici. Vous pouvez y loger beaucoup d'autres personnes. Au moins, il y a un passage de l'Union africaine au Congo qui est marqué par ce que nous appelons au jour d'aujourd'hui la cité de l'Union africaine. Le président Tshisekedi, quand il vient au pouvoir, il n'y avait pas un palais présidentiel parce que celui de Mobutu avait été dévasté, chamboulé à l'époque. Le président Tshisekedi a succédé. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a construit ses palais, ses maisons privées.
Et quand il quitte le pouvoir, il ne laisse même pas un palais présidentiel. S'il n'y avait pas eu une maison de la cité de l'OUA, c'est que le président Tshisekedi n'aurait pas trouvé de maison de l'OUA parce que quand il a accédé au pouvoir, tout de suite, il était à... Bon, il allait se trouver peut-être un hôtel. De réhabilité. Non, il était... Il pouvait se trouver... Bon, peut-être il allait se trouver un hôtel. Je disais que s'il n'y avait pas les maisons de la cité de l'Union africaine, le président de la République n'aurait pas de maison. Oui, oui. Vous pouvez même louer un hôtel. Voilà. Donc, maintenant, il a réhabilité là où Mobutu était au Mont Galema. Félicitations, chef de l'État. Il a quand même construit. Il a construit. Nous avons vu que nous sommes un grand pays sportif et culturel. Malheureusement, nous n'avions pas d'infrastructure. Les sauts en longueur, le saut à... Tout ça, ça n'existe pas. Alors que nous avons du potentiel quant à ça. Maintenant qu'il y a ces infrastructures, nous pouvons être représentés ailleurs, dans d'autres disciplines qui n'existent pas. Les images de la Biyamba Yamba, RDC Biyamba Yamba, qu'est-ce que ça voulait traduire? Vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez de moyens. Le peuple souffre, l'économie dérange, les pouvoirs d'achat. Mais vous prenez l'argent... Voilà, je vais dire une chose. C'est ça qu'ils ont dit. Il faut que le Congolais cesse de parler en mal du Congo. Vous prenez l'argent pour ajouter des lumières au stade des martyrs au moins que le peuple congolais souffre. Ça, c'est Nico Faye. Ces gens-là, on se retrouve avec au stade le jour de match de l'Opal. De Vita et Imana, on se retrouve au stade. Avec eux, ils aiment aussi le sport, ils aiment la musique. Je le vois généralement vers Willery là-bas, en train de prendre un peu de Maltina. Mais au moins, ils aiment cette vie-là. Mais quand ils passent à la télévision, ils parlent à mal du Congo. Vous savez, quand vous allez sur Facebook, vous allez sur les plateformes des réseaux sociaux, les Congolais parlent toujours à mal de ses dirigeants, à mal de son pays. On va qu'une mauvaise image de notre pays. Et ça, ce n'est pas une référence. Merci. Professeur Gandhi, qui gagne les RDC en organisant la francophonie, les images du chef, quand même. Vous êtes contre le chef de l'État Bendeni. Monsieur Tati, Monsieur Ben. On parle de francophonie. Vous êtes contre. J'ai demandé les images du chef. Non, il est allé inaugurer. Je demande, mais je ne sais pas la régie, là, ce comme il régit à la Mouka ou bien comment. Voilà. On évolue. Monsieur Gandhi, qui gagne la RDC en organisant la francophonie? Beaucoup de choses. La notoriété au niveau international, vous vous rappelez, 74, à l'époque de Mobutu, nous avons eu deux événements. D'abord, le combat Ali Forman. C'était un concert mondial, alors qu'il n'y avait que deux personnes qui s'affrontaient au stade Tata Raphaël, stade mythique, qui à un moment donné, c'était en déliquescence. Sombré. Ouais, sombré dans... Et 74, c'est également... Notre équipe va à la Coupe du Monde, même s'il n'y a pas eu de résultats intéressants. Mais c'était le premier pays d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde. C'est resté dans les esprits. Moi, j'étais en France à l'époque, mais partout où je passais, si je disais j'étais zaïrois, tout le monde était égayé, etc. Non, il y a une influence au niveau... Une vitrine de notre pays au niveau international. Non seulement ça, c'est des jeux qui sont aussi sur le plan du bien-être, quelque chose d'important. Certes, on mesure le PIB, on arrive à mesurer le PNB, mais pour le moment, on n'a pas eu des éléments pour pouvoir mesurer le bonheur, le loisir, la jouissance. On peut mesurer. Quand vous parlez de la jouissance, c'est ça que les opposants pas. Changez le mot. On peut mesurer l'importance. La France vient en Afrique en général, quand on regarde les accords, notamment avec notre pays, le premier accord que nous avons signé avec la France, c'est des accords sur le plan culturel. La plupart des pays. C'est au travers de la culture que la France pénètre nos États. Et à travers la culture, qui regarde le côté économique, etc., ils viennent dans ce sens-là. Mais nous sommes distraits. Je vous donnerai un exemple. Au-delà de ce que j'ai dit, il y a le côté économique. Il y a pas mal d'hôtels, il y a pas mal de restaurants qui ont gagné par rapport à ces jeux-là, puisqu'il y a des gens qui sont venus au niveau des jeux. Il y en a qui sont venus avec leur famille, qui logent dans les hôtels, qui mangent dans les restaurants. Au-delà de ça, nous n'avons jamais eu des entreprises qui ont eu de gros marchés. Pour une fois, on a eu une entreprise, je peux citer le nom, ABC, qui a travaillé au niveau du stade Tata Raphaël. C'est un ensemble d'entreprises dans tout ce qui touche les infrastructures. C'est le premier marché, première expérience. Demain, ils feront autant, non seulement ici au pays, on peut les inviter au Congo-Brazzaville, au Gabon, pour avoir d'autres marchés. Je pense que
ça apporte sur le plan culturel, sur le plan sportif et sur le plan économique. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique il y a 400 ans ou 500 ans, qui ont quitté, qui sont aujourd'hui notamment chez les Noirs, ils sont au Brésil, ils sont en Colombie. Au Brésil, il y a un syncrétisme. Quelqu'un a parlé du fait de revenir à nos sources, à nos religions, à notre spiritualité. Vous savez que pendant que nous perdons notre spiritualité par le fait que certaines églises évangéliques veulent qu'on tourne la page, qu'on regarde pas nos traditions, etc., il y a des pays qui sauvegardent encore nos traditions. Vous allez au Brésil, vous allez retrouver, ils ont fait un syncrétisme même entre la religion catholique, chrétienne catholique et nos traditions Congo. Notre tradition Congo. J'ai vu ça. J'ai sali moi Nansemi. Je l'ai sali là où il est. Le cas aussi de la Colombie. La Colombie, il y a un village qui s'appelle, disons une commune, San Basile. Là, vous trouvez dans ces villages-là ce qu'on appelle le palenque. Il y a la langue palenkra. Dans cette langue palenkra, il y a beaucoup de mots Congo. Il y a beaucoup de mots Congo. Et d'autres langues africaines. Merci. Et vers les années 80, grâce au soukous, ils ont mis en place un rythme qu'on appelle champeta. Mais la source de ce rythme-là est venu le fond et le Congo. Merci. Donc il y a un problème important. Celle qui est vice-présidente aujourd'hui en Colombie, d'origine congolaise. Vous dites D'origine congolaise, venant de plusieurs siècles, Merci. elle garde la tradition pendant que nous, on est en train de Merci. la tradition. Merci. Le Congo, toujours par rapport à la francophonie, Le Congo a gagné beaucoup. a attiré le regard du monde. Les autres peuvent connaître le Congo et son relèvement après des années, puisqu'il y aura des conséquences. Merci. Je demanderai aussi en passant, disons, je terminerai là. 5 secondes. Mais il ne faudra pas qu'on s'arrête là. Il faut réhabiliter le stade Vélodrome qui est en face de la commune de Kinshasa. Réhabiliter le stade Vélodrome de Kitambo. Je citerai aussi en passant Bandal. On a commencé les travaux. Sous Kabila, on a laissé comme ça. Mais Matata avait mis des moyens pour qu'on puisse construire un peu le... Décaisser, construire. Merci. Voilà. Monsieur Tati, vous êtes contre le chef de l'État. Je suis déjà à la fin. Remettez les images du chef de l'État. Vous avez un problème, mais comment? Remettez les images. Alors, monsieur Arma Lokeka, c'est vrai, vous allez parler un peu de la francophonie, mais dis-moi, ici, je suis très content quand je vois ici les chefs de l'État en train de visiter. Regardez l'image de la population, très content, parce que le chef a inauguré les ouvrages. Ici, il n'y avait pas parce qu'il est devenu lui-même inspecteur de ce que font. Voilà. Là, moi, j'ai dit... suivi. Merci. Là, s'il vous plaît, là, j'ai dit félicitations au chef de l'État. Continuez comme ça. Quand le peuple est content, la population est joyeuse comme ça, même Dieu l'Éternel, il va vous bénir et vous protéger contre vos ennemis. Alors, Maître Armand, les mots de la fin, on retient quoi? Oui, nous retenons que la francophonie, c'est un événement qui vend le pays, et qui est quand même un événement important pour le pays. Puisque je ne sais pas comment on peut imaginer trop bas, utiliser le concept Biyamba Yamba. En disant que notre pays ont refusé d'organiser. Non, parce que cette analyse traverse de frontières. Oui. Et imaginez-vous aujourd'hui, vous avez un statut. D'abord, le fait qu'on vous invite à une émission, vous avez même un certain crédit. On n'invite pas n'importe qui à l'émission. Et vous venez à l'émission pour descendre encore dans les régions inférieures de la bassesse. Ça, c'est trop bas. Donc, que ça, c'est Nico Faye plus romain. Non, le pays a reçu la francophonie parce qu'il a souscrit dans l'organisation et c'est un grand pays francophone de l'Afrique qui voudrait recevoir ce 9e jeu de la francophonie. Et on n'a rien, on n'a pas d'Abiyamba Yamba. Parce que ça, c'est trop La représentante là de la francophonie, là, la dame rwandaise, là, elle n'est pas venue. M. Kabou, il semble ça aussi parce que vous n'avez pas assuré. Ce n'est pas elle qui est la francophonie. Le problème, c'est que les gens confondent.
C'est une organisation. Sa présence ou pas sa présence, il y a eu ouverture, il y a eu des délégués qui ont été envoyés de différents pays, et les sportifs ont démontré de quoi ils sont capables. Mais devant une analyse politique, quel est l'apport de la francophonie dans tous les conflits du Congo au Rwanda? C'est à ce moment-là que cette question serait une question d'analyse fondamentale. Mais dire Biyamba Yamba, c'est trop vulgaire. Puisqu'on ne peut pas comparer, le jeu de la francophonie et le reste de la gestion après la francophonie. Ça, c'est un deuxième problème. Non, la crainte de la population est que oui, vous avez ajouté... Non. Et aussi, derrière, il y a aussi la population. C'est quand même une opposition. C'est quoi? C'est quand même une opposition. La crainte, c'est Nous quoi? devons aussi être tolérants. Qu'on leur donne la gestion de la crainte de Nico Faye-Pius Romain est que, après la francophonie, la RDC, vous aurez du mal à entretenir ces infrastructures parce que vous n'avez pas assez de moyens. La population souffre. Vous n'avez plus assez de minutes. Si ces deux-là ont la capacité de bien gérer Stade de Martyr et Tata Raphaël, ils veulent qu'on sollicite pour eux. Parce que quand ils disent que la RDC ne sera pas gérée, or ils sont congolais. C'est-à-dire qu'ils ont quand même dans leur tête un plan de bien gérer ce matériel après la francophonie. On sollicite au chef de l'État de le nommer. L'un gestionnaire de Tata Raphaël, l'autre gestionnaire de Stade de Martyr. Nico Faye, gestionnaire de Tata Raphaël. Bon, ils vont se choisir entre eux qui peut être capable de faire cela. Donc il faut éviter d'insulter la République tout entière. Mais il faut donner des conclusions qui donnent quand même un sens de réfléchir. Merci. Francophonie, certes, bienvenue. Et qu'est-ce que nous allons profiter après les Jeux de francophonie? Comment allons-nous gérer les acquis de la francophonie? Merci. C'est notre problème de fond. Merci à vous. Merci à vous, Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes énervé parce qu'ils ont dit bien, pas de problème, calmez-vous. Je sais que tu as parlé. Alors, de l'autre côté, monsieur le professeur Prosper Achama, la personnalité politique au sein de l'Union Sacrée, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous avait réclamé et je vous ai obligé de venir supporter ma dictature. Et de l'autre côté, monsieur Gondi Kassende, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles. C'est une fierté pour la jeunesse montante dans le secteur de médias. Merci. Vous faites notre fierté. Et chaque fois que vous nous avez invités, nous avons répondu présent, tout simplement parce que nous avons de l'estime pour vous. Et j'aimerais que vous soyez... Moi qui ne voulais même pas venir. Merci. J'attendais l'enterrement de mon grand frère Chérubin, mais il m'a forcé de venir. Et je l'ai respecté. Ça, c'est la dictature de l'émission. Un grand merci également à notre chef, mon DG, Madame Eloala, et notre DGA, Monsieur Popol, et à notre directeur de programme, Monsieur Leker Mouchipaï. Merci pour la confiance. On est là, on évolue. Côté régie, Monsieur Tati, Monsieur Obed, Emmanuel. Et de l'autre côté, là, aujourd'hui, vraiment, je vais citer les noms. Elle s'appelle comment, la dame? À Bernice, merci, la seule femme ici, sur les plateaux. Merci d'avoir été de la rediffusion à 22h, ici, sur cette télévision. Au revoir.